On va écouter Vladimir Poutine tout de suite, qui s'adresse à la télévision. Ce sont les événements en Ukraine. Et pourquoi c'est aussi important pour nous, pour la Russie? Bien sûr, je m'adresse aussi à nos compatriotes en Ukraine. Donc, je voudrais m'adresser à vous de manière très détaillée aujourd'hui et très sérieusement. La situation dans le Donbass est aujourd'hui au point critique. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous directement pour donner une estimation de ce qui se passe, mais aussi pour vous informer des décisions que je veux prendre par la suite. Encore une fois, je voudrais répéter que l'Ukraine, ce n'est pas seulement notre voisin, mais c'est également une partie de notre histoire, de notre espace culturel. Ce sont nos proches, nos collègues, ce sont nos amis, mais ce sont aussi les gens de notre famille. Nous avons les liens de sang avec ces personnes. Depuis très longtemps, des habitants des territoires au sud-ouest faisaient partie du même peuple. C'était déjà à l'époque où ces territoires ont rejoint la Russie. Il y a des siècles. Donc tout le monde connaît cette histoire. Ce sont des faits connus par tout le monde. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour expliquer les motivations de la Russie, je pense qu'il faut parler quand même, revenir à l'historique de ce sujet. Tout d'abord, l'Ukraine moderne a été créée entièrement de toutes pièces par la Russie des bolcheviks, par la Russie communiste. Ce processus a commencé pratiquement tout de suite après la révolution de 1917. D'ailleurs, Lénine et ses compagnons l'ont fait de manière assez brutale vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire qu'ils ont séparé de la Russie, ils ont coupé une partie des territoires historiquement russes et des millions de personnes qui vivaient sur ces territoires n'ont pas pu exprimer leur avis. Ensuite, à la veille de la Grande Guerre patriotique et après la guerre patriotique, Staline a rajouté des terres qui appartenaient à la Pologne, à la Roumanie et la Hongrie. Et c'était en quelque sorte une compensation en donnant à la Pologne des parties des territoires allemands. Et ensuite, Khrushchev a pris aux Russes la Crimée et l'a donnée à l'Ukraine. Voilà comment s'est formé le territoire de l'Ukraine soviétique. Et maintenant, je devrais également vous parler de la période des tout débuts de l'existence de l'URSS. Et c'est très important de revenir à ces débuts, donc revenir bien en arrière. Depuis le coup d'État de 1917 et ensuite de la guerre civile, les bolcheviks ont commencé à bâtir un nouvel État. Et ils avaient d'ailleurs des dissensions assez sévères. En 1922, Staline était à la fois le secrétaire général de RKPB et aussi le commissaire du peuple des nationalités, a proposé l'autonomisation, c'est-à-dire qu'il a proposé aux républiques et aux régions autonomes une grande autonomie. Mais il y avait également d'autres voix, Lénine notamment, qui étaient très critiques vis-à-vis de cela. Donc, à l'époque, quand on construisait l'Union soviétique, ça a été déjà à la base. En 1922, on a créé l'URSS. Et après, à la mort de Lénine, dans la constitution de l'URSS, on a introduit cette question d'autonomie. Et on se pose beaucoup de questions. Et la question principale, pourquoi on l'a fait? Pourquoi il y avait besoin
de répondre et de satisfaire ces ambitions nationalistes. Parce que ces républiques soviétiques avaient des grands territoires et on leur ajoutait, à cause de ces ambitions, pour satisfaire ces ambitions, on ajoutait des territoires. Et on a donné un statut et la forme des formations étatiques à ces unités. Donc, question, pourquoi il fallait faire ces cadeaux généreux? Et des nationalistes radicaux ainsi ont pu être satisfaits. Donc on a donné à l'Ukraine ce droit d'avoir un statut d'État. Donc il y a une explication pourquoi ça a été fait. Après la révolution, les bolcheviks voulaient à tout prix garder le pouvoir, je souligne, à tout prix. C'est pour cela qu'ils ont été prêts à tout, à la paix de Brest, quand l'Allemagne et ses alliés étaient déjà dans une situation très difficile et on connaissait la fin pratiquement de la Première Guerre mondiale. Mais donc, ils étaient prêts à satisfaire n'importe quelle demande des nationalistes. Donc, ces principes de la construction de l'État appliqués par Lénine étaient une grosse erreur, mais bien plus que cela. En 1991, à la dissolution de l'URSS, c'est devenu évident que c'était une grosse erreur. On ne pouvait plus changer le passé, mais aujourd'hui, nous devons cependant dire honnêtement ce qui s'est passé sans essayer de le camoufler de manière politique. Et aujourd'hui, on peut dire que jamais on ne doit se fier justement à ces désirs et ambitions politiques du moment pour prendre des décisions aussi importantes. Je ne veux accuser personne. Évidemment, à cette époque, la situation était extrêmement complexe, critique. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que ce sont des faits historiques, c'est comme cela que ça s'est passé. Et donc, suite à cette politique des bolcheviks, on a créé l'Ukraine soviétique. Donc, c'est l'Ukraine du nom de Vladimir Ilyich Lénine. C'est son auteur et c'est son architecte. Et c'est ça peut être démontré par les documents des archives. Et d'ailleurs, Lénine a donné des directions concrètes concernant le Donbass. Et aujourd'hui, les descendants reconnaissants ont construit des monuments à Lénine dans ces territoires. Donc c'était la décommunisation. Bien sûr, nous sommes d'accord pour décommuniser, mais il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Il faut continuer ce processus. Mais je voudrais revenir encore une fois dans l'histoire. En 1922, donc dans l'espace de l'ancien empire russe, on a créé l'Union soviétique, l'URSS. Mais tout de suite, on a vu que c'était très complexe de gérer ce grand territoire, ce territoire amorphe. Et il n'y avait pas le lien avec les traditions. Donc ensuite, il y a eu l'époque de la terreur de Staline, la nationalisation, le système planifié de l'économie. Donc tout cela a mené au fait que les principes qui ont été déclarés de cette construction étatique n'ont pas pu fonctionner. C'est-à-dire que ces républiques n'ont pas pu avoir de vraie souveraineté. En pratique, ce qu'on a créé, c'est un système très centralisé, donc c'était un État unitaire. Staline a pratiquement réalisé sa vision et non pas la vision de Lénine de construction de l'État. Mais
on n'a pas fait de modification à la Constitution. Et les principes qui ont été déclarés par Lénine n'ont pas été formellement démentis. Mais de toute façon, c'était un régime totalitaire, donc cela fonctionnait de toute façon. Et de l'extérieur, on avait une bonne image d'un pays démocratique. Mais quand même, il est à déplorer qu'on n'a pas pu purger toutes ces idées dans les bases juridiques. Ce sont des principes tout à fait fantaisistes. On n'a pas réfléchi à l'avenir, comme d'habitude. Les leaders du Parti communiste étaient persuadés qu'ils avaient réussi à fonder un système de gestion très solide. Ils ont pu régler la question des nationalités. Mais en ce qui concerne les falsifications et les mensonges, il y a toujours un prix à payer. Donc le nationalisme, ce mal, cette maladie a prospecté. Donc c'était une mine qui était posée. Et ensuite, c'est pour cela que l'URSS a échoué, a été démantelé. Donc, depuis les années 80, il y avait de plus en plus d'appétit des petites élites locales. Mais la direction du Parti communiste de l'URSS, au lieu de faire une analyse globale de l'économie, au lieu de transformer le système politique et l'État, ils ont continué à parler du principe de Lénine, de l'autodétermination nationale. Dans le Parti communiste, il y avait des divergences et les différents partis ont commencé à stimuler, au contraire, les différentes visions et idées nationalistes. Donc, c'était des paroles populistes qui parlaient de l'économie, du passage à l'économie du marché, mais personne qui était au pouvoir ne pensait aux conséquences tragiques de ces événements. Et ensuite, on a continué à suivre ce chemin de satisfaire les ambitions nationalistes de ces élites. Mais ils ont oublié qu'ils n'avaient plus des instruments pour garder le pouvoir, les instruments comme sous Staline, c'est-à-dire la terreur. Et puis, ils n'ont pas vu que le rôle du Parti communiste n'était plus le rôle du parti leader. Et voilà, en septembre 1989, lors de la plénière du Parti communiste, on a adopté la plateforme du KPSS, du Parti communiste de l'URSS. Je cite, les républiques de l'Union ont tous les droits des États souverains socialistes. Encore autre chose, les organes supérieurs de ces républiques peuvent aller à l'encontre des décisions du gouvernement de l'URSS. Et encore, chaque république de l'Union a la possibilité de donner la citoyenneté. Les citoyens de cette République ont la citoyenneté de cette République. Voilà les principes. Donc aujourd'hui et maintenant, on ne va pas parler des détails du droit constitutionnel, mais je vous pose la question, pourquoi il a fallu, dans ces conditions difficiles,
démantelé vers cette déconstruction de l'État. Donc, en fait, avant le démantèlement de l'URSS, le destin de l'URSS était déjà scellé. Aujourd'hui, les différentes personnes en Ukraine, notamment, disent que c'est grâce à eux que le pays a gagné l'indépendance. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. C'est arrivé à cause des erreurs des bolcheviks et des leaders du Parti communiste KPSS. L'échec de l'URSS, le démantèlement de l'URSS, c'est de leur faute. Donc, malgré cet échec, notre peuple a reconnu les réalités. Il a reconnu ces nouveaux États indépendants. Et pas seulement ils les ont reconnus, mais même ils ont aidé ces partenaires de la CEI, de la communauté des États indépendants, et y compris, ils ont aidé l'Ukraine. L'Ukraine a envoyé plusieurs demandes d'aide financière, et notre pays a vraiment respecté la souveraineté de l'Ukraine et a aidé ce pays. Les experts font les calculs en se basant sur le prix de l'énergie. La Russie a donné des régimes préférentiels et depuis 1991 jusqu'en 2013, 250 milliards de dollars, voilà le bénéfice que l'Ukraine a tiré de ces aides. Fin 1991, les dettes de l'URSS vis-à-vis de l'extérieur était 100 milliards de dollars. Et au début, il était question que toutes les républiques de l'ex-URSS, de manière solidaire et proportionnelle, allaient rembourser ces dettes. Cependant, la Russie a décidé de rendre cette dette internationale toute seule et entièrement. Elle a fini de le faire en 2017. Et les républiques, les ex-républiques de l'URSS en 1994 ont signé des accords pour justement renoncer à leurs actifs. Mais ils ont ensuite refusé, l'Ukraine a refusé de renoncer à ses actifs à l'étranger, notamment en ce qui concerne des fonds de diamants et de devises. Mais malgré tout cela, la Russie a continué à coopérer avec l'Ukraine de manière ouverte et honnête, en respectant ses intérêts. Et on avait beaucoup de partenariats. En 2011, plus de 50 milliards de dollars, ça c'est les volumes des échanges économiques. En 2019, avant la pandémie, nous avions moins de volume d'échanges avec toute l'Union européenne. Cependant, le gouvernement ukrainien faisait tout pour avoir tous les droits dans ses relations avec la Russie, mais ne pas avoir d'engagement. Donc, ce n'était plus du partenariat. C'était au contraire se servir de manière éhontée de tous ces privilèges. Notamment, cela concerne le gaz, tout simplement le vol du gaz. Voilà ce que l'Ukraine faisait. Et on essayait d'utiliser le dialogue avec Moscou dans les relations avec l'Occident, faire du commerce, justement, faire peur du rapprochement, faire peur à l'Occident de se rapprocher de la Russie. Donc, ils ont commencé à construire leur État en réfutant tout ce qui nous unit, en réfutant cette mémoire des générations entières. Il n'est pas étonnant alors qu'on a vu naître la russophobie et le néonazisme. Et cela ressemble aux bandes néo-nazis dans le Caucase du Nord.
Évidemment, il y avait aussi des forces extérieures qui ont joué leur rôle, notamment à travers des organisations non gouvernementales en Ukraine. Il est important de souligner que l'Ukraine n'a jamais eu une tradition stable de l'État. Depuis 1991, elle a essayé d'appliquer des modèles extérieurs qui ne se basent pas sur les réalités ukrainiennes. Les institutions politiques et étatiques étaient transformées en fonction des appétits des clans et de leurs intérêts qui n'avaient rien à voir avec les intérêts du peuple. Donc on parlait du choix civilisationnel pro-occidental, mais il ne s'agissait pas de créer de meilleures conditions pour le peuple ukrainien. Il s'agissait de garder pour soi-même des milliards de dollars pour les oligarques, les garder sur des comptes à l'étranger. Et donc, depuis toujours, le gouvernement s'appuyait sur les nationalistes et les radicaux. Et ensuite, il y avait des millions de gens au sud et à l'est qui réclamaient le multilinguisme, par exemple, et les différents politiciens s'appuyaient sur ces personnes et proclamaient leur soutien de l'utilisation des deux langues. Ensuite, dès qu'ils parvenaient à leur poste au gouvernement, oubliaient directement tout cela. Donc, ils oubliaient de renoncer à l'agression et les radicaux étaient de plus en plus arrogants. Ils avaient de plus en plus de réclamations et du coup, pour eux, ce n'était pas compliqué d'année en année, d'imposer leur vision des choses à ce gouvernement. Le gouvernement qui était faible, donc à la place de leur lutte pour la souveraineté réelle de l'Ukraine, ils poursuivaient des attributs vides de sens. Donc tout cela, ce n'était qu'un paravent pour, en réalité, se partager le pouvoir entre les différents clans des oligarques. La corruption, c'est un défi, bien sûr, pour beaucoup de pays, pour la Russie aussi, mais en Ukraine, la corruption est à une échelle tout à fait particulière. Elle transperce tout le système de l'État, du pouvoir. Les radicaux ont utilisé ce mécontentement du peuple. En 2014, à Maïdan, on a vu ce coup d'État. D'ailleurs, ces radicaux ont reçu une aide directe de l'étranger. Notamment, le camp de protestataires a reçu $1 million par jour des États-Unis pour les soutenir. Et on le voyait, c'était vraiment fait de manière arrogante. Donc cet argent a été directement viré sur les comptes de ces personnes. Et d'ailleurs, il y a eu aussi des victimes, il y a eu des morts lors de ces événements. Les radicaux ont réussi à parvenir au pouvoir et ils ont commencé la vraie terreur contre leurs opposants, les politiciens, les journalistes, les personnes de société civile. Ils les ont humiliés publiquement et les violences et les pogroms ont envahi les villes et villages de l'Ukraine. Souvenons-nous de la tragédie d'Odessa, où les personnes ont été brûlées vifs lors des protestations. Et les criminels qui sont coupables de ces actes n'ont pas été retrouvés
On ne les cherche pas, mais on connaît leur nom, on fera tout pour les punir, on va les trouver et on va les traduire en justice. Le Maïdan n'a pas rapproché l'Ukraine à la démocratie et au progrès. Ces forces nationalistes ont au contraire mené l'Ukraine dans une impasse. Et depuis 8 ans, le pays est divisé. Il y a une crise sociale très sévère. En 2019, presque 6 millions des Ukrainiens, cela constitue 15% de toute la population, pas seulement de la population active, ont été obligés de partir à l'étranger pour chercher du travail. Et souvent, il s'agissait du travail non qualifié. Encore en fait, depuis 2020, plus de 60 000 médecins ont quitté le pays dans les conditions de la pandémie. Depuis 2014, l'eau a augmenté, le prix de l'eau a augmenté de 30% et les autres énergies, les autres charges ont également énormément augmenté. Pourquoi cela se passe comme ça? C'est évident. L'Ukraine a vu piller le patrimoine qu'elle avait hérité de l'Empire russe, mais aussi de l'URSS. Et si on prend l'économie et les secteurs comme les secteurs des constructions mécaniques, les machines, les outils, tous ces secteurs sont en déclin. En 2022, on a détruit l'usine de construction des bateaux Antonov. L'usine des avions n'a pas produit d'avions depuis des années. Ou Tiajmash, ainsi que Kremenchuk de l'acier, le combinat d'acier, sont en déclin. En ce qui concerne le système de transport de gaz, il est très obsolète, ce qui conduit à des risques énormes et à des dangers pour l'écologie. Donc, on voit la paupérisation. Est-ce que c'est ça le choix pro-occidental? Est-ce que c'est cela les promesses qu'on fait à la population depuis des années? Donc l'économie de l'Ukraine est en ruine. C'est un pillage de l'économie et de la richesse nationale. Cela est effectué avec la direction qui vient de l'étranger, des pays extérieurs, mais aussi des forces qui sont à l'intérieur. Donc, grâce aux différentes organisations non gouvernementales, notamment, et à travers les différentes branches de pouvoir, on influence Ukragronprom, la poste ukrainienne. Il n'y a rien en Ukraine d'indépendant. Les gouvernements de l'Ukraine ont donné la possibilité aux organisations étrangères d'avoir le voix dans le choix des juges. L'ambassade des États-Unis contrôle directement l'Agence nationale de la lutte contre la corruption. Le bureau anticorruption, le bureau du procureur anticorruption et la Cour suprême anticorruption. Donc, il y a un prétexte, c'est aide à la lutte anticorruption. Mais où est le résultat? La corruption prospère toujours plus qu'avant. Voilà les méthodes de gestion et de gouvernance. Est-ce que les Ukrainiens eux-mêmes comprennent ce qui se passe? En réalité, l'Ukraine est une colonie avec un régime de marionnettes.
le pouvoir ukrainien se dit patriote, mais en réalité, ils sont en train de détruire la souveraineté ukrainienne. Ils luttent contre la langue russe et le Parlement, la Rada, continue à adopter de nouvelles lois, notamment prenons la loi contre les peuples autochtones. On a fait comprendre à ces peuples, notamment aux peuples russes, aux Russes qui vivent en Ukraine, que ce sont des étrangers. Ensuite, concernant la langue russe est exclue de la sphère publique, des écoles et même des magasins. Ensuite, les fonctionnaires sont poursuivis s'ils ne sont pas conformes aux règles. Les opposants sont poursuivis. Il n'y a pas de vraie liberté d'expression. On connaît les sanctions occidentales contre certains pays, mais les Ukrainiens ont surpassé leurs collègues occidentaux. Ils ont entrepris des persécutions de leur propre peuple. Ou par exemple, l'Église orthodoxe du patriarcat russe également est réprimée. Et nous avons des décisions et des documents concrets. Cette tragédie de schisme religieux est devenue un instrument de la politique. Par exemple, les demandes du peuple ukrainien de dénoncer les lois qui sont orientées contre les personnes croyantes. Donc, bien au contraire, ces lois sont toujours là et on en prend de nouveaux. Et maintenant, je voudrais parler plus spécifiquement de la Crimée. Le peuple, les citoyens qui vivent en Crimée ont fait leur choix. Ça, c'est tout à fait clair. Les autorités ukrainiennes ne peuvent rien dire. Alors, ils misent sur des radicaux, sur des groupes islamiques de diversion. Ils kidnappent des personnes russes. Nous avons des preuves directes que ces agressions se font avec le soutien de l'étranger. En mars 2021, l'Ukraine a adopté une nouvelle stratégie militaire et au cœur de cette stratégie, l'opposition à la Russie et on essaye d'impliquer dans cette opposition des États étrangers. On parle de la guerre. Et d'ailleurs, on prévoit déjà l'issue de cette guerre qui devrait, avec l'aide de la communauté internationale, conduire à la victoire des Ukrainiens. Avec le soutien militaire de la communauté internationale dans l'opposition militaire avec la Russie. Voilà, ça c'est des mots qui sont dans la doctrine ukrainienne. Entendez-vous cela? Également, nous avons déjà entendu des déclarations ukrainiennes comme quoi l'Ukraine est prête à acquérir des armes nucléaires. Et ce n'est pas que des paroles vaines. L'Ukraine a un certain héritage de l'Union soviétique. Notamment l'aviation ou des missiles .U avec une portée de plus de 100 km. Donc les armes tactiques nucléaires seraient beaucoup plus faciles à acquérir pour l'Ukraine par rapport à d'autres États. Je ne vais pas les nommer. Et donc, si en plus il y a un soutien de l'étranger, ce serait encore plus facile et nous ne devons pas l'accepter et le permettre. Si l'Ukraine acquiert les armes de destruction massive, nos relations avec l'Ukraine changeraient totalement.
nous ne pouvons pas ne pas réagir, surtout que nous comprenons bien que les parrains de l'étranger sont prêts à aider l'Ukraine. Nous voyons comment on n'arrête pas de pomper de nouvelles armes en Ukraine. Depuis 2014, les États-Unis ont employé des milliards de dollars en formant des spécialistes, en fournissant des armements. Et depuis quelques mois, il y a un flux ininterrompu devant les yeux de tout le monde des armes qui entrent en Ukraine. Nous savons que l'Ukraine a des conseillers étrangers. Nous savons également que sous prétexte des exercices militaires en Ukraine, il y a des troupes de l'OTAN qui sont présentes sur le sol ukrainien. Donc, le commandement des différentes unités ukrainiennes peut être effectué directement de l'état-major de l'OTAN. Donc, ils ont commencé déjà à considérer l'Ukraine comme un théâtre depuis... l'année dernière, il y avait des exercices militaires avec la partition de l'OTAN et il y a une loi ukrainienne qui prévoit la participation à des exercices militaires avec la participation des troupes étrangères. On comprend très bien qu'il s'agit de l'OTAN. Donc ces événements sont un prétexte pour augmenter la présence militaire de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine. Chumoyev, Odessa, Borispol, tous ces aéroports permettront de pouvoir accueillir des armements et des troupes de l'OTAN. L'espace aérien est ouvert aux Américains. À Ochakov, les Américains ont construit un centre maritime qui permet de communiquer avec les bâtiments militaires dans la mer Noire, les bâtiments militaires de l'OTAN. À l'époque, les États-Unis pensaient également créer ce genre de base en Crimée. Mais les habitants de la Crimée et de Sébastopol ont déjoué ces plans. On va toujours se souvenir d'eux. Mais aujourd'hui, à Ochakov, ce plan a déjà été mis en œuvre. Je voudrais vous rappeler, au XVIIIe siècle, les soldats de Souvorov ont combattu pour ce port et au XVIIIe siècle, ces terres ont reçu le nom de Novorossia suite à la guerre entre la Russie et la Turquie. Aujourd'hui, on essaie de l'oublier. On essaie d'oublier les noms de ces grands commandants militaires. Notamment à Poltava, récemment, on a démantelé le monument à Alexandre Souvorov. Qu'est-ce que je peux dire? Vous essayez de réécrire l'histoire. C'est votre histoire coloniale que vous essayez de rayer. Je voudrais rappeler également que la Constitution de 2017 ukrainienne interdit l'installation des bases militaires étrangères, mais on a trouvé une solution. Aujourd'hui, il y a des missions de l'OTAN sur le territoire ukrainien. On a juste changé de nom. À Kiev, on a confirmé le cap stratégique d'entrée dans l'OTAN. Bien sûr, chaque pays a le droit de décider de ses alliances, mais dans les différents textes internationaux, on parle du principe de la sécurité indivisible. On ne peut pas construire sa propre sécurité aux dépens de la sécurité des autres. Je voudrais citer la charte d'Istanbul de l'OSCE et également de la déclaration d'Astana de 2010. C'est écrit dans ces documents. Donc, la sécurité
sécurité de certains États ne doit pas diminuer la sécurité des autres. Et je voudrais rappeler également qu'en 2018, il y a eu le sommet de Bucarest de l'OTAN et les États-Unis ont obtenu la décision que la Géorgie et l'Ukraine deviendront à terme des membres de l'OTAN. Évidemment, tout le monde comprenait les risques qui sont liés à cette décision, mais les autres pays n'ont pu rien dire face à l'hégémonie des États-Unis. Bien sûr, il y a beaucoup de membres de l'OTAN qui sont assez sceptiques concernant l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN et les différentes capitales européennes nous disent cela, même les Américains eux-mêmes. Ça ne se passera pas demain, mais pour nous, que ça soit demain ou après-demain, cela ne change rien. Plus que cela, nous savons ce que les dirigeants des États-Unis ont dit. Ils ont dit que s'il y a même un conflit militaire actif sur le territoire ukrainien, si d'autres conditions sont réunies, cela n'empêchera pas l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Et en même temps, on nous dit que l'OTAN est une alliance défensive et on nous propose de croire sur parole. Mais on connaît le prix de ces paroles. En 1990, quand on parlait de la réunification de l'Allemagne, les États-Unis ont promis à l'URSS qu'il n'y aura pas d'élargissement de la juridiction ou de l'OTAN vers l'Est. Donc, la réunification de l'Allemagne ne conduira pas à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. On a beaucoup parlé, on nous a promis, c'était à l'oral, mais c'était tout. Donc ensuite, on nous a dit que l'élargissement de l'OTAN vers les pays de l'Europe de l'Est va au contraire les rassurer et améliorer les relations entre ces pays et la Russie. Mais évidemment, c'était bien le contraire. Ces pays, bien au contraire, ont utilisé leur russophobie et ont insisté pour augmenter le potentiel de l'OTAN dans les années 90, dans les années 2000. Ça se passait à l'époque où la Russie, au contraire, montrait par tous ses moyens, sa bonne volonté. Elle a rempli tous ses engagements. Elle a sorti ses unités militaires de l'Allemagne de l'Est et d'autres territoires. Et on a montré notre bonne volonté à coopérer, notamment au sein du Conseil Russie-OTAN. Et je veux dire quelque chose que je n'avais encore jamais dit publiquement. C'est la première fois que je l'ai dit. En l'an 2000, quand le président Bill Clinton, à la fin de son mandat, est venu avec la visite chez nous, je lui ai posé la question comment les États-Unis réagiront à l'idée que la Russie adhère à l'OTAN. Je ne veux pas vous dire exactement comment il a réagi. C'était une réaction modérée. Et donc on voit ensuite ce qui s'est passé. Ils ont soutenu les terroristes, bien au contraire. Donc, ils n'ont pas du tout écouté nos demandes, les demandes concernant le traité anti-missile, non-élargissement de l'OTAN, etc. On se pose vraiment la question, pourquoi faire tout cela? Vous ne voulez pas qu'on soit votre allié, mais pourquoi faire de nous votre ennemi? Mais il n'y a qu'une seule réponse, ce n'est pas lié à notre régime politique. Tout simplement, ils ne veulent pas avoir un grand pays indépendant comme la Russie. C'est ça la réponse. C'est ça la source de la politique traditionnelle américaine envers la Russie. C'est
pour cela qu'ils ont cette attitude concernant notre proposition, concernant la sécurité. Il suffit de regarder la carte pour voir comment les États-Unis ont rempli leur engagement de ne pas permettre l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Nous avons 5 vagues d'élargissement. La Pologne, la Tchéquie, la Hongrie en 1999, ensuite la Bulgarie, l'Estonie, Slovaquie, Slovénie, Albanie, Croatie, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Donc 5 vagues d'élargissement et l'OTAN est venu aux frontières de la Russie. Et voilà la source et l'explication de la crise de la sécurité. C'est-à-dire que la confiance mutuelle a été perdue et la situation continue à se dégrader, notamment dans la sphère stratégique en Roumanie et en Pologne, dans le cadre du système anti-missiles. On est en train de préparer le terrain pour les missiles. Donc on sait que ces installations peuvent être utilisées pour les missiles Tomahawk. Ce sont des armes offensives. Ensuite, le missile Standard 6. Ça, c'est un missile qui peut atteindre les cibles au sol et à la surface des mers. C'est-à-dire que les États-Unis acquièrent de nouvelles capacités offensives. Et nous avons des informations qui nous permettent de considérer que si que l'idée de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et du déploiement de tous ces systèmes, c'est une décision qui a déjà été prise. C'est juste une question de temps. Et bien sûr, les dangers pour la Russie augmentent énormément et surtout le danger d'un coup, d'une frappe inattendue. Et dans la doctrine militaire américaine, on sait très bien qu'il est possible d'avoir une frappe de prévention. Et qui est l'ennemi des États-Unis? C'est la Russie, on connaît bien. Et l'OTAN considère que la Russie est le principal danger. Nos ancêtres ne nous auraient jamais cru s'ils avaient entendu cela, et nous ne voulons pas le croire. Mais c'est ainsi, et je voudrais que tout le monde le comprenne en Russie et en Ukraine. Des aéroports ukrainiens souvent sont situés près de la Russie. Donc, si l'OTAN installe ici des missiles, ils pourront entendre Volgograd, Samara, Kazan, Astrakhan. Et les systèmes de renseignement et de reconnaissance de l'OTAN pourraient également avoir un grand rayon d'action. Et en ce qui concerne les missiles de petite et moyenne portée, depuis que le traité FNI a été dénoncé, les États-Unis travaillent sur la création de missiles de portée de 5500 km. Et moins de 35 minutes, il faudra pour les missiles Tomahawk pour atteindre les cibles en Russie, et seulement 4-5 minutes pour les missiles hypersoniques. Donc, je suis sûr qu'ils espèrent réaliser ces plans, comme ils ont fait quand ils ont élargi l'OTAN vers l'Est en avançant leur système vers nos frontières. Ils ont totalement ignoré et bafoué nos demandes et nos préoccupations. Ils n'ont fait que ce qu'ils voulaient.
et je suis sûre qu'ils veulent continuer à faire comme avant, c'est-à-dire le chien aboie, la caravane passe. Bien sûr, nous n'avons jamais accepté ce principe et nous n'accepterons jamais. Et la Russie a toujours dit qu'il faut résoudre les problèmes les plus complexes grâce à la diplomatie. Et nous comprenons notre responsabilité pour la stabilité régionale. En 2008, la Russie a proposé une initiative d'un nouveau système de sécurité. Nous avons proposé justement qu'aucun pays ne puisse augmenter sa sécurité au détriment de la sécurité des autres pays. Mais tout de suite, on a réfuté notre proposition parce qu'on nous a dit que la Russie ne peut pas limiter les activités de l'OTAN et que uniquement les membres de l'Alliance atlantique peuvent avoir des obligations juridiques. Nous avons également transmis en décembre dernier un projet de traité des garanties de sécurité. Qu'est-ce que les États-Unis nous ont répondu? Beaucoup de paroles vagues. Il y avait quelques paroles rationnelles, mais très peu. Ils ont essayé de diluer la discussion. Évidemment, nous avons réagi de manière appropriée. Nous avons dit que nous sommes prêts à poursuivre les discussions. Cependant, nous allons discuter tout cela sous forme d'un seul ensemble et il y a 3 points clés dans ce paquet de propositions. Un non-élargissement de l'OTAN, le renoncement de l'OTAN d'installer des systèmes offensifs et ensuite le retour à la posture de l'OTAN en 1997 quand a été signé l'acte fondateur Russie-OTAN. Donc ce sont des points de principe pour nous qui ont été totalement négligés par les États-Unis et l'OTAN. On nous répond évidemment que chaque État a le droit de choisir ses alliances et à choisir sa politique d'assurance de sécurité, mais on n'arrête pas d'entendre cela. On nous répond encore et encore la même chose et en plus on nous fait du chantage avec des sanctions. Mais les sanctions, de toute façon, ils vont introduire ces sanctions lorsque la Russie va renforcer sa souveraineté et va devenir de plus en plus forte. On trouvera toujours un prétexte pour rendre les sanctions plus sévères. Ça n'a rien à voir avec la situation en Ukraine parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif de limiter le développement de la Russie. Ils l'ont toujours fait uniquement parce que nous existons, parce que nous défendons notre souveraineté, nos valeurs nationales. Je voudrais dire de manière tout à fait directe, nous avons fait des propositions et ils ont été totalement négligés. Les menaces augmentent, donc la Russie a le droit de prendre toutes les mesures pour assurer sa propre sécurité. C'est ça que nous allons faire. En ce qui concerne la situation dans le Donbass, ce que nous voyons, c'est que le gouvernement au pouvoir au Kiev ne veulent pas mettre en œuvre les accords de Minsk. Ils ne veulent pas de solution pacifique. Bien au contraire, ils veulent refaire dans le Donbass un blitzkrieg comme cela a été fait en 2014-2015. On sait comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, nous avons des tirs pratiquement tous les jours et nous voyons l'utilisation des drones, de l'artillerie, des systèmes de lance-roquettes multiples. On a des victimes, on a des tirs envers les populations civiles, des femmes et les enfants. On n'en voit pas la fin.
Et le soi-disant monde civilisé, qu'est-ce qu'il fait? Nos collègues occidentaux pensent que c'est eux qui représentent le monde civilisé, mais ils préfèrent ne rien remarquer. Ils préfèrent fermer les yeux à toutes ces horreurs, au génocide contre les 4 millions de personnes, uniquement parce que ces personnes n'ont pas accepté le coup d'État en Ukraine en 2014, qui a été soutenu par les pays occidentaux. Donc on voit ce mouvement vers le nationalisme agressif, le nationalisme de caverne. Les gens n'ont pas le droit d'utiliser leur propre langue, de sauvegarder leur tradition culturelle. C'est une véritable tragédie, mais combien encore pourra-t-on supporter cette tragédie? La Russie a tout fait pour sauvegarder et préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine et notamment respecter la résolution 2202 de 2015 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons tout fait en vain. On voit les présidents changer, on voit les députés de la Rada changer, mais le régime à Kiev ne change pas parce que c'est un régime qui est venu suite au coup d'État en 2014. Ils ont choisi la voie de l'effusion du sang, de la violence, et ils n'ont pas d'autre objectif que d'utiliser la violence dans le Donbass. Et donc, je pense que dans ce contexte, nous ne pouvons pas faire autre chose que de reconnaître la souveraineté de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Je demande au Conseil de fédération de soutenir cette décision et de signer les documents. En conséquence, ces documents seront préparés et signés très rapidement. Et je m'adresse à ceux qui ont fait le coup d'État et qui gardent le pouvoir à Kiev. Je leur demande d'arrêter les activités militaires dans ces régions et la suite de l'effusion du sang leur sera imputée. Donc, je vous annonce ces décisions et je suis sûre que toutes les forces patriotiques de mon pays les soutiendront. Tout le peuple russe les soutiendra. Je vous remercie pour votre attention.